présentation sur cette journée et le cycle dans lequel elle s'inscrit. En fait, depuis le mois de juillet, à savoir depuis le moment où j'ai pris la direction de la Fondation, j'ai réorienté ces recherches et ces activités plus spécialement de façon à articuler recherche et diffusion grand public, avec parce que bon, il n'y a pas d'incompatibilité à finalement à la fois mener un travail qui puisse relever de l'enseignement supérieur et de telle façon qu'il puisse être diffusé à un niveau à une grande échelle. Et pour cela, j'ai ouvert deux axes qui vont se poursuivre sur plusieurs années. Un premier axe sur déplacement, déportation, exode, exil. Et le second, qui donnera lieu à une journée d'études qui ouvrira ce cycle dans un mois sur propagande et représentation. Avec le souci, on peut dire, d'inscrire à la fois dans le projet pédagogique et de recherche de la Fondation la nécessité de travailler sur les violences pour les différencier et donc d'aller à l'encontre et même de lutter contre les tendances multiples et extrêmement présentes de confusion à tout niveau des violences, qu'il s'agisse des violences sur le terrain, on peut dire, comme des violences historiques ou des violences concentrationnelles. Du côté de la recherche, ça va s'organiser avec des journées d'études. Il y a eu une première journée d'études qui a malheureusement été diminuée de moitié par une concordance malheureuse de grève à la fois belge et française, qui fait que celle du 19 octobre a été réduite de moitié. Mais celle à laquelle vous êtes présent aujourd'hui s'inscrit dans la suite, puisque c'était les mêmes thèmes, déplacement, déportation, exode, exil. Et puis ces journées seront publiées généralement dans la revue de la Fondation que vous pouvez voir sur la table qu'il y a à l'entrée de la salle, témoigner entre histoire et mémoire. Du côté de la diffusion aussi, c'est un certain nombre les captations de ces journées et des manifestations en général, comme c'est actuellement le cas, sont filmées et seront mises en ligne sur le nouveau site de la Fondation qui a été ouvert depuis un mois et demi, que vous pouvez trouver à l'adresse toute simple d'auschwitz.be. Déportation, déplacement, déportation, exode, exil, ça s'inscrit donc dans un cycle, même plus qu'un cycle, on peut dire un programme de recherche et d'études qui vise à dégager aussi des parcours mémoriels et à travailler sur des lieux. Ce qui signifie que, en fait, cette journée d'études s'inscrit aussi à différents niveaux dans un travail que met en place la Fondation, notamment sur des quartiers, et sur un quartier principalement qui est le quartier des Marolles, qui est tout près de la gare du Midi, là où s'installaient provisoirement, provisoirement mais pour des années, les immigrants, et justement à partir de la guerre de 14-18 ou après la guerre de 14-18. Et des populations qui venaient de l'Est, et en l'occurrence de Pologne, puisque la guerre de 14-18, pour reprendre l'expression d'Arendt, a fait exploser le concert des nations européennes sans espoir de retour, ce que nulle autre guerre n'avait fait. Donc ce travail qui est enclenché sur cet axe déplacement, déportation, exil vise à différents niveaux, que ce soit sur, on peut dire, le terrain entre guillemets d'un quartier qui était un quartier où se rassemblaient ces populations immigrées, et à un niveau plus développé à travers des journées d'études, de réfléchir sur ces phénomènes, sur ces questions et leurs conséquences, dans l'optique évidemment de bien différencier le type de violence, tout en essayant d'identifier la façon dont les unes les autres sont inscrites, puissent être en corrélation.
Alors effectivement, pour reprendre Arendt, ce concert des nations qui explose au moment de la guerre de 14 fait que des centaines des dizaines de millions, à peu près 100 millions d'Européens sont pris dans des mouvements de population, quittent leur patrie et se retrouvent précisément sans patrie. Se retrouve sans patrie, avec cette particularité que j'ai, enfin un des points que relève Arendt, et je la cite, 100 millions d'Européens et plus qui n'avaient jamais atteint le stade de liberté et d'autodétermination nationale auquel les populations coloniales aspiraient déjà et qui leur étaient accordées peu à peu. En insistant sur ce point, Arendt, dans son texte qui conclut le volume sur l'impérialisme, différencie bien la condition des populations coloniales qui, d'une certaine manière, sont allées ou pouvaient aller vers une émancipation. À travers les luttes et tout ce qui effectivement pu leur a permis d'accéder à la libération et à l'émancipation après-guerre, et puis ces populations qui se retrouvent sans aucun statut, apatrides, réfugiés, et évidemment, comme on va le voir après, à partir du moment où, avec la Seconde Guerre mondiale, se trouvent exposés en premier lieu, les populations juives à la persécution et à la destruction. Alors justement, pour donner une petite, un petit parcours, l'idée d'un petit parcours, j'avais pris deux exemples, celui de, et je pense que tu peux peut-être, Frédéric, si tu veux bien passer la première image du PowerPoint. Deux exemples, celui de Sloma Becher. Donc Sloma Becher arrive de Pologne et s'installe à Anvers. Il se marie avec Laja Lieberman et il est, comme on doit mentionner sur sa carte d'identité, bonnetier. Et puis il porte sur sa carte d'identité, donc évidemment c'est bien pour ça que j'en ai choisi l'exemple, Vaterlandloos. Bon, au Vaderlandloos, je ne sais pas comment ça se prononce en néerlandais, mais bon, qui évidemment c'est apatride. Hein. Il n'a pas de patrie. Et puis un autre exemple, si tu veux bien passer, s'il te plaît, la deuxième, autre exemple de parcours de Heinrich Fallmann, donc qui est né aussi en Pologne, mais bon. On peut déjà remarquer les prénoms et les noms, hein, qui sont de consonance germanique, qui est né en Pologne en 1900 et qui est tailleur de profession et qui porte aussi mention sur la carte. Alors là, c'est la mention est écrite, c'est pas un tampon, mais aussi qui est apatride, hein, sans patrie, Vaderlandloos. Alors pour citer Arendt, hein, les minorités existaient depuis longtemps, dit-elle, mais les minorités comme institution permanente, le fait acquis que des millions de gens vivaient à l'écart de toute protection juridique normale et qu'il fallait les placer sous la protection supplémentaire d'un organisme extérieur chargé de garantir leurs droits élémentaires, le postulat de cet état de choses n'était pas temporaire. Tout cela était un phénomène nouveau, tout au moins à cette échelle, dans l'histoire européenne. Or, il n'est pas un seul pays du continent qui n'ait adopté entre les deux guerres une nouvelle législation qui, même si elle n'utilisait pas ce droit à outrance, était toujours formulée de manière à permettre de se débarrasser à tout moment considéré opportun, d'un grand nombre de ses habitants. Alors effectivement, sans en faire l'historique complet, hein, j'essaye d'être assez bref pour plutôt donner la parole aux invités, en France en 1915, au Portugal en 1916, en Belgique en 1922, puis en 1934, en Italie en 1926, en Égypte en 1926, en Turquie en 1928, les gouvernements se dotent de lois qui permettent de dénaturaliser une partie de leur population. Dénaturaliser, évidemment, on peut aussi s'interroger sur ce terme. En 1927, de nouveau en France, un nouvel appareil juridique menaçait de dénaturaliser tous ceux de ces nouveaux citoyens qui commettraient des actes contraires aux intérêts de la patrie.
Et en 1933, bien sûr, en Autriche et en Allemagne, on a des lois de ce type qui sont votées. Et puis, bon, pour rappeler aussi une qui n'est pas à l'honneur de la France, en 1938, donc Daladier autorise les préfets à assigner à résidence les réfugiés et demandeurs d'asile, et ce qui fera qu'effectivement la vague des réfugiés qui fuiront le franquisme en passant la frontière espagnole seront enfermés dans des camps provisoires sur la plage d'Argelès, ou dans d'autres camps qui, comme celui de Gurs, enregistreront un taux de mortalité impressionnant, dû notamment aux raisons sanitaires. Face à ces vagues de population, donc, les gouvernements se dotent de lois qui permettent à tout moment d'exclure ces populations, mais aussi, et c'est un point qui me semble très très important, l'État-nation, et je reprends les propos d'Arendt, étant incapable de fournir une loi à ceux qui avaient perdu la protection d'un gouvernement national, ces États-nations remettent finalement le soin de gérer, entre guillemets, ces populations aux mains de la police. Donc c'était la première fois en Europe occidentale que la police reçoit les pleins pouvoirs pour agir de son propre chef et contrôler directement les gens dans le domaine de la vie publique. Elle cessait d'être un instrument destiné à faire respecter et appliquer la loi pour devenir une instance gouvernante, indépendante du gouvernement et des ministères. Sa force et son émancipation vis-à-vis de la loi et du gouvernement augmentaient à proportion du flux des réfugiés. Plus la proportion d'apatrides et d'apatrides potentiels par rapport à la population globale était importante, dans la France d'avant-guerre, et elle avait atteint 10% de la population, plus était grand le danger de voir la police elle-même se substituer aux politiques et devenir une police d'État. Ce qui fait qu'effectivement, indépendamment des oppositions idéologiques, on pouvait voir des polices, devenues des polices d'État, travailler ensemble, comme le GPU et la Gestapo, en passant allègrement au-dessus des discordances idéologiques. Alors dans les années 30, Sloma Becher, Laja Lieberman, son épouse, Fallmann Heinrich et Ida Rumstein, son épouse, s'installent à Anvers. Ils sont, l'un un bonnetier, l'autre tailleur, et ça fait effectivement penser aussi à ce que dit Perec dans Ellis Island. Bon, ils croyaient peut-être arriver dans un pays où les dindes rôties allaient tomber dans leur assiette, mais effectivement, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Ils se retrouvent dans un monde qui est plutôt hostile et à devoir travailler pour se refaire et une vie et un monde. Et puis évidemment, de même, on pourrait prendre l'exemple de la famille de Perec, qui elle s'installe de Georges Perec qui s'installe à Belleville. Et puis 1939, la guerre. 40, l'occupation. Le père de Perec, lui, est blessé mortellement. Sa mère estime qu'il n'y a aucune raison de se cacher puisque femme d'un militaire mort pour la patrie, elle doit être de toute façon hors d'atteinte des persécutions. Et on sait évidemment ce qui arrive. Elle est déportée à Auschwitz et assassinée. Et pour les Becher et les Fallmann, alors ils prennent un petit peu plus de précautions. Et c'est là effectivement que je retrouve leur carte d'identité. Ils se réfugient dans un tout petit village d'Aix-en-Provence, donc zone libre. Donc il n'y a pas grande raison finalement qu'ils soient inquiétés. Ils s'intègrent à la vie du village et puis on attend que la guerre se termine. Mais avant que la guerre se termine, la zone d'occupation, la zone libre est occupée. Et ils sont rattrapés aussi par la persécution, et eux aussi ils sont arrêtés et déportés et via Drancy envoyés à Auschwitz, d'où ils ne reviendront pas. Et comme la mère de Perec, ils retrouvent quelques dizaines d'années après la Pologne qu'ils avaient quittée pour y mourir dans les conditions qu'on connaît. Voilà. Donc c'est aussi l'idée de réfléchir sur ces parcours qui sont des parcours à travers l'Europe, mais qui aussi peuvent être des parcours à travers le monde et où s'articulent, mais pas forcément, et donc travailler sur la différence entre ces questions de déplacement, déportation, exode, exil et destruction aussi, pas simplement des êtres, mais aussi des cultures. Voilà. Donc
Par ordre, un petit peu pour lancer la problématique, je vais donner la parole à Annette Becker, qui est historienne. Donc vous avez les présentations sur vos tables, puis à Yves Ternon et à Janine Altounian. Et je pense qu'effectivement, ça va déjà permettre d'exposer cette situation qui, au moment de la guerre de 14 et juste après, bouleverse complètement la géopolitique de l'Europe.